Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h 21h, 18h 20h GMT. La peur et les appels au boycott d'une partie de l'opposition ont plombé le double scrutin législatif et municipal de février dernier. Le climat d'insécurité dans les régions nord-ouest et sud-ouest a dissuadé de nombreux électeurs qui ont préféré rester chez eux. Au même moment, l'appel au boycott lancé par le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, finissait de justifier le faible taux de participation à cette élection. 28% pour une partie de l'opposition contre 43,75% selon les chiffres officiels. Quel que soit le bout par lequel on prendrait la chose, nombre d'observateurs continuent de penser que les Camerounais n'étaient pas sortis en masse le 9 février pour remplir leur devoir de citoyens. Ce qui, de fait, remet au goût du jour la question de la légitimité des élus du double scrutin de février 2020. Ce sont ces derniers qui sont appelés dimanche prochain à opérer le choix historique des tout premiers conseillers régionaux du pays. Autant la légitimité de ce premier collège électoral est questionnable, il en est de même pour celui des représentants du commandement traditionnel avec de nombreux trônes véritablement contestés. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Élection régionale 2020, quelle légitimité pour les collèges électoraux? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir, on va commencer par la dame, Ba Akwen Nadia. Good evening. Good evening. You're welcome. Good evening, Mr. Serge Alaoutou. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Je voudrais envoyer une salutation spéciale à tous les milliers de militants du PCRN. Et je ne veux pas commencer. Vous êtes candidate PCRN dans le Vouri. Oui, je suis candidate PCRN dans le Vouri. Et je voudrais aussi envoyer les salutations spéciales à mon président, l'honorable Cabral Libi, le seul homme qui a pu enlever la jeunesse et les impulser dans les prises de décision dans ce pays. Merci. C'est pourquoi vous lui envoyez des salutations spéciales. Parce que normalement, je ne dois pas appeler ce nom en masse. While sitting down, I was supposed to stand up because that name is a name that has brought so much smile. Vous devez vous lever quand vous parlez de Cabral Libi? Bien sûr, parce que oui, vraiment, parce que l'honorable Cabral Libi, c'est un monsieur qui a donné beaucoup de sourires à la jeunesse. Vous allez accepter avec moi que la population du Cameroun est dominée par la jeunesse, mais la jeunesse a été laissée sur les prises de décision qui les concernent immédiatement. Donc l'honorable Cabral Libi a relevé ça dans la jeunesse pour pouvoir les donner la possibilité de prendre part dans les décisions. Et je vais vous dire, moi j'ai 28 ans, je suis vice-président de l'Église Diaspora, donc c'est une grâce. Merci. Ok. Un jeune qui fait confiance à d'autres jeunes. Bien sûr. Voilà. Bernard Thiaye, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, je suis heureux de revenir sur votre plateau. Ouais. Je voulais profiter de ce plateau pour féliciter le courage du camarade Douala Ipalais, qui est la tête de liste pour le compte de l'Union des populations du Cameroun. Pourquoi le courage? Le courage parce que, au sorti de tous les débats que l'UPC a eu avec le Conseil constitutionnel, je veux dire sur le plan judiciaire, c'est un courage pour l'UPC de revenir sur la... Mais ce n'est pas une affaire du camarade Ipalais seulement. Je sais. L'UPC en dehors du Vouri en liste dans l'Union Équelée. Je n'en disconviens pas. Il n'en demeure pas moins que le camarade des Palais, qui, comme les autres, est à féliciter et je leur donne tout mon soutien pendant cette campagne électorale. Voilà, Bernard Thiaye de l'Union des populations du Cameroun. Didier Imko, bonsoir. Bonsoir Serge Alaoutou, bonsoir mes companélistes. Je salue tous les conseillers municipaux du FSNC du Grand Nord qui doivent être aujourd'hui en pleine campagne. Je voulais leur demander, leur exhorter au nom du président national d'aller à ces élections en rang serré. Pourquoi vous avez des inquiétudes? Non, c'est ma façon à moi. On nous dit
nous sortir ce discours? Non, ce qui se passe. Non, il n'y a pas de problème. C'est ma façon à moi de mobiliser mes camarades du parti qui sont élus. Je parle au nom du président national. Il faut aller en rang serré. Voyez-vous, Serge Alontou, on va aux élections pour préparer d'autres élections. Oui. Et puis je salue la présence de l'Union des populations du Cameroun à ces élections. C'est un très très grand parti. Voilà, une élection sans l'UPC, c'est comme une élection sans l'UPC, c'est comme une Coupe du Monde sans le Brésil. Merci. Merci. Bonsoir Serge Alontou, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux très nombreux téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox Télévision et surtout de ce grand plateau. Voilà, directeur de la publication des Forums Libres. Je voulais dire une Coupe du Monde de football. C'est pas c'est une Coupe du Monde de handball bien. Ok. Bon, voilà. Aristide, je commence par vous. Voilà. Des régionales qui sont annoncées. On sait que c'est un scrutin quand même qui est réservé. Il y a le collège électoral qui est bien connu, mais ça ne bouge véritablement pas. C'est l'impression que vous avez aussi? Mais écoutez, il fallait forcément s'y attendre lorsque vous faites une simple lecture sur vous avez tout fait de parler du collège électoral. Lorsque vous avez scruté le collège électoral et mettre en lumière les candidats, les potentiels, ou alors les différents candidats investis par les différents partis politiques, vous comprenez, vous pouvez, avec calculette en main, essayer d'avoir le nombre à la fin, au soir du site d'exemple, le nombre d'élus des différents partis politiques. Donc, vu sur cet esprit, il est normal qu'un certain nombre de personnes, qu'on remarque que cette actualité ne soit pas aussi mouvementée comme les municipales ou les élections législatives. Donc, il y a Bernard Tchaï de l'UPC a tout fait de féliciter le courage du camarade Douala Epalé, la tête de liste. Parce que pour moi, en tant qu'observateur, en tant que journaliste et observateur de la scène politique, c'est comme si vous alliez à un combat perdu d'avance. Mais vous y allez quand même. Oui. Vous y allez quand même. Et du coup, on s'interroge. Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qu'il va bien faire? Moi, en tant que journaliste qui suit ces questions, qui suit l'actualité de l'UPC, je pense que l'UPC, je ne m'aventurerai pas, je n'irai pas vite en besoin. L'UPC est allé là-bas pour démontrer que je ne parlerai plus de faction, la Cour suprême les a donné raison, conduit par le secrétaire général Baleguencote, est le véritable porte-voix de l'Union des populations du Cameroun. Et que dorénavant, il n'y a plus de deux UPC, comme ça se disait avant. Donc stratégiquement, c'est comme ça qu'il faut percevoir cette participation à ce scrutin. Et vous noterez que l'UPC avant je ne parlerai pas de débat, avant les problèmes rencontrés par l'UPC. L'UPC occupait un certain nombre de positions, notamment dans la Sanaga maritime, avec la mairie dans l'Union Ekele. Et c'était des positions totalement acquises à l'UPC. C'était des positions totalement acquises à l'UPC. Aujourd'hui, légitimement, l'UPC y va en disant, on ne sait jamais, peut-être ceux qui, en notre absence, ont voté par exemple pour le RDPC, peut-être ils se rendront compte que les choses sont revenues dans l'ordre et pourquoi pas reviendront entre guillemets à la maison. Donc pour revenir un peu dans le Vouri, le camarade, je dirais pas le camarade, le confrère Douala Epalé, que je connais très bien, qui est directeur de publication d'un journal spécialisé dans l'économie et des finances, et spécialement de la bourse, c'est pas un novice dans l'UPC, c'est des militants de longue date.
de première qui ont milité à Bruxelles, c'est-à-dire que d'abord au Cameroun, à Bruxelles, et lors de son retour ici au Cameroun, a continué à militer. C'est l'un des rares qui a encore le courage de porter le flambeau de l'UPC en disant l'UPC ne va pas mourir, l'UPC c'est un parti historique, il faut l'accompagner, il faut qu'il reste. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Didier Imkoa voulait saluer la participation de ce parti historique qui a gardé qu'au-delà de tout, lorsque vous aviez suivi les enseignements, c'est-à-dire en matière de politique, il n'y a plus d'école de cadre depuis l'école de cadre de l'UPC. Lorsque vous discutez avec un bon militant de l'UPC, vous en sortirez subjugué parce que à l'UPC, il y a une très grande formation politique que malheureusement la plupart de nos partis n'ont pas. C'est récemment que le RDPC a créé l'académie qui est coordonnée par le professeur Elvis Ngolé, mais qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on ne ressent pas beaucoup en termes de formation. Il y a d'autres partis politiques, notamment le SDF, que ce soit même le MRC, on ne les sent pas beaucoup dans la formation des militants ou alors dans la formation de masse. Or, à l'UPC, il y a toute une âme dans la formation des hommes et de ses militants. Didier Imkoa, je vous passe donc la parole tout de suite. Vous vouliez saluer le passage, la participation de l'UPC. Oui. Alors qu'il n'a pas d'élu. Oui, vous voyez, les élections sont les moments de marketing politique. Les élections sont les moments que l'homme, l'acteur politique, a l'occasion, a l'opportunité de s'exprimer, d'offrir, même pas d'offrir, de présenter son offre à la population. C'est vrai que ces élections, qui sont des élections dont on connaît les électeurs, c'est moins de 20 000 électeurs, on a à peu près 10 000 conseillers municipaux, peut-être moins de 5 000 chefs traditionnels. On connaît très très bien les électeurs, mais pour autant, c'est des espaces dont on a besoin lorsqu'on a une offre à présenter aux populations. Pourquoi je salue l'avènement ou bien la présence de l'Union des populations du Cameroun dans ces élections? Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est un parti historique. Tout Camerounais, moi je peux le dire peut-être de façon péremptoire, avec véhémence, tout Camerounais doit avoir le sang de l'UPC. Parce que c'est le parti qui a porté un combat nationaliste. L'UPC, c'était l'indépendance. Et puis ce qui lui est arrivé, l'atomisation de l'UPC par d'abord l'administration coloniale et après par ceux qui ont pu accéder au pouvoir, c'est tout à fait normal, vous comprenez. Parce que si vous faites une comparaison entre le FLN en Algérie, qui ont eu presque le même combat, mais à la seule différence que le FLN est arrivé au pouvoir. Donc si l'UPC était arrivé au pouvoir, elle aurait consolidé son unité. Bon, puisqu'elle n'est pas arrivée au pouvoir, elle devait gérer ses contradictions avec le tribalisme, avec tout ce qu'il y a comme trahison. Bon, l'UPC là, l'UPC est devenue ce qu'elle est devenue, mais moi je crois qu'il faut tout faire pour que ce parti puisse se consolider, parce que c'est un parti, comme l'a si bien dit mon ami Prince, c'est un parti qui a beaucoup de choses à apporter au Cameroun. Nous-mêmes, nous qui sommes au FSNC, nous ne manquons pas l'occasion de lire quand même les... Moi, par exemple, j'ai beaucoup lu sur l'UPC, j'ai lu au moins 2 œuvres d'Achille Mbembe, celui-là qui a beaucoup écrit sur l'histoire de l'UPC, l'UPC dans le maquis, l'histoire sur Robin Oumyabert. Donc, ma formation politique vient aussi de la littérature sur l'UPC. Donc, moi, c'est pour ça que je salue la présence de l'âme du Cameroun dans ces élections. C'est tout un marqueur. Ouais. Vous comprenez? Je crois que c'est un marqueur, même s'ils n'auront pas peut-être un représentant départemental, c'est un marqueur dans ces élections. Ils auront marqué le coup. Tout à fait. Voilà. Bernard Tchaye, on va terminer avec vous. Vous allez nous dire, mais je crois, vous avez décidé depuis 1992 de ne plus jamais être absent à une consultation électorale. Je ne peux pas prendre la parole sans... J'ai comme l'impression, et si vous pouvez me voir de près, j'ai la chair de poule, parce que Ruben Oumyobert vient de renaître de ses cendres. De voir les camarades, les Camerounais en général, qui ne sont pas militants de l'UPC. Qui ne sont pas militants de l'UPC. Ah, ça vous a touché,
Je comprends pourquoi ceux de cette époque ont donné comme slogan l'âme immortelle du peuple gabonais. Parce que mon ami et frère M. Didier Imkwa, qui n'est pas militant de l'UPC, vient de reconnaître qu'il a lu, pour des raisons d'éducation personnelle, les écritures sur l'UPC. Je peux vous rassurer, Alain Autou, que l'UPC a déjà gagné les élections. Ça, je peux vous le rassurer. Rendez-vous au soir des élections, je veux dire des résultats. L'UPC aura gagné sur deux points. Le premier point, le fait qu'elle aura marqué les esprits. Et le deuxième point, c'est que beaucoup de personnes s'apercevront que l'absence de l'UPC hier était le fait de l'administration coloniale qui continue et qui continuera à gérer l'UPC. Mais je puis vous rassurer, la récréation est terminée. Pour revenir, il faut dire quand même, c'est la même administration qui permet à l'UPC d'être... C'est pour ça que je vous dis que là dimanche. Quand un tribunal de ce pays donne raison à l'UPC, comme a dit mon frère d'en face, ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'il n'est pas très opportun de tous les jours entrer dans la maison de quelqu'un et donner les ordres. Oui. Alors pour revenir au fait, il faut savoir qu'en 1952, Ruben Oumyobé avait dans ses écritures déjà prévu la régionalisation complète du Cameroun. Donc ces élections régionales aujourd'hui ne sont pas l'apanage d'un parti du parti au pouvoir qui va prétendre avoir amené, je veux dire, apporter ce genre d'élection au Cameroun. Non, l'UPC l'avait prédit déjà depuis des années avant. Donc si Dieu et les ancêtres ont voulu qu'aujourd'hui le tribunal donne raison et que nous participions à ces élections, même sans élus, ça veut dire que nous avons gagné ces élections. Je peux vous rassurer, Alain Autou, rendez-vous au soir des élections, les listes de l'UPC seront plébiscitées, même par plusieurs conseillers municipaux non militants de l'Union des populations du Cameroun, qui auront traversé l'eau du fait de toutes les inféodations qu'on aura fait dans notre parti. La récréation est vraiment terminée. Vive l'UPC et l'UPC déjà de Et voilà. Barakon Nadien, vous êtes l'UPCRN, vous êtes dans le Vouri, vous avez, on va dire, un certain nombre, une quantité, un nombre d'élus, mais vous avez quand même tenu, le PCRN a tenu à être à cette bataille. Qu'est-ce qui motive véritablement le PCRN? Monsieur Serge Alain Autou, pour vous dire vrai, le PCRN c'est un parti jeune, c'est un parti qui vient de naître. Et nous avons décidé de ne pas jouer la politique de la chaise vide. Oui. C'est ça notre but. Le PCRN c'est un parti légaliste. Et toute chose qui va donner chance à la paix au Cameroun, c'est notre préoccupation. Parce que notre président, l'honorable Cabral Libye, a dit ces élections régionales est là pour to fast forward the process of decentralization. Donc nous prenons part premièrement dans ces élections régionales parce que nous voulons donner la paix, la chance à la paix au Cameroun. Nous voulons donner la chance pour les crises anglophones de cesser parce que si nous voyons vraiment le but d'un conseiller régional, c'est pour pouvoir améliorer ou bien édifier au niveau de la décentralisation. Donc, nous voudrons que la paix revienne dans le nord-ouest et du sud-ouest. That is our first push factor. Deuxièmement, nous participons dans ces élections pour pouvoir nous vendre. Parce que ces élections est en train d'être du faire le marketing de notre parti. L'offre que nous voulons montrer à la grande population, l'offre que nous proposons pour le Vouri. Parce que vous allez dire, nous disons que le Vouri, it's a cosmopolitan town. It is a town that is not only meant from the Doualas and the other, but it is filled with all tribes. Camerounais venant de quatre coins. Naturally. And we say that Vouri is the mother bird, dans le poumon du Cameroun. C'est le Vouri qui produit toutes les ressources. Nous avons des grandes sociétés, mais le Vouri souffre. Les habitants du Vouri pleurent. Donc le PCRN a étudié toutes les défaillances du Vouri. Et nous sommes sortis avec un projet de société qui va séduire davantage les autres conseillers municipaux oui. Du RDPC, du SDF. Même comme SDF ne participe pas, mais je pense que SDF va nous accorder leur vote parce que notre projet de société à la fin ne va pas seulement bénéficier le PCRN, mais ça va bénéficier tout le monde. Donc voilà le but du PCRN de s'engager dans ces élections. Troisièmement, nous partons dans ces élections pour être connus dans les scènes politiques.
Comme moi, je suis jeune politicien, je vais être connu, je vais faire le marketing de mon parti, je vais faire le marketing de notre projet. Donc nous avons 3 grandes lignes, 3 push factors that permit us to participate in these regional elections in the Vuri. So, people will say, you guys do not have enough municipal councillors, you have minute, you are the minority. But we are pessimistic, we are positive. We believe that at the evening of these regional elections, we are going to come out with a whole lot of regional councillors. It is a fact, it is a reality. PCRN has the best project for Vuri at this time. Ok. Aristide, Prince Aristide Ngikam, venons-en au fait. Les chefs, le collège des représentants du commandement traditionnel, prenons seulement le cas du nord-ouest et du sud-ouest. C'est depuis des mois que le ministre de l'administration territoriale, après s'être entretenu avec eux, leur demande de rentrer. Et au regard de la situation qui prévaut là-bas, certains ont choisi de rentrer, d'autres pas. Comment vous entrevoyez cette future House of Chief du côté, par rapport au statut spécial, du côté du nord-ouest et du sud-ouest? Écoutez, surtout, on commence d'abord par ceux qui vont élire ces représentants du commandement opérationnel. Oui, ce qu'il faut noter déjà, et rappeler, c'est que ceux qui vont élire les représentants du commandement opérationnel, ce sont des chefs traditionnels, c'est-à-dire que de toutes les strates, c'est-à-dire premier degré, deuxième degré, et les chefs de troisième degré, sont ceux qui composent le collège électoral. Et vous remarquerez qu'à l'issue donc de cette élection, il y a eu des candidatures. Il y a eu des candidatures, principalement de ce côté-là, de ce côté dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a eu des candidatures. Et vous posez un problème d'insécurité, le problème d'insécurité qui règne dans le Nozo depuis pratiquement plus de 4 ans. Je ne serais pas autant optimiste comme vous en disant qu'il y a un certain nombre de chefs qui sont rentrés. Non, les chefs ne sont pas rentrés. Aucun. Les chefs ne sont pas dans leur chefferie. C'est-à-dire que je ne trahis pas un secret, parce que je ne trahis pas un secret en le disant. Les chefs ne sont pas dans leur chefferie. Je vais vous prendre des cas de figure. Vous avez une grande chefferie, comme la chefferie de Bali, qui est une très grande chefferie. Le chef, ce n'est pas un secret, vit pratiquement depuis plus de 4 ans à Yaoundé. Vous avez Fontafa, on dira qu'il a, en tant qu'ancien fonctionnaire, il avait sa résidence permanente au niveau de Yaoundé, mais sa chefferie a été brûlée. Il n'a même pas pu inhumer la reine mère, donc sa propre mère, au sein de la chefferie. Vous voyez un peu? Ouais. Donc, on a totalement, avec cette crise, démystifié notre chefferie traditionnelle. Avant, ou alors dans notre tradition, Grassfield et même Sawa, pour ceux qui sont du côté du sud-ouest, les chefs étaient totalement respectés. Aujourd'hui, la crise a fait en sorte que les chefs n'arrivent plus à parler à leurs propres enfants. D'où la profondeur de ce problème. La question. Au-delà même de la légitimité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la légitimité, mais vu la crise, vu le contexte, vous manquez des arguments pour demander à vos enfants de se calmer. Voilà, c'est le constat. Je n'irai pas, je m'arrêterai sur ce point pour ne même pas parler d'élite. Parce que là-bas, il n'y a pas d'élite. Il faudrait que les gens cessent d'utiliser ce terme-là n'importe comment. Là-bas, il n'y a pas d'élite. Lorsqu'il y a une élite dans une région ou alors dans un arrondissement ou dans un village donné, lorsqu'il y a un problème, ce sont eux qui prennent la parole pour dire, écoutez, venez, on échange afin de trouver des solutions. L'élite là-bas a foutu le camp. Pas parce qu'elle veut, mais parce qu'elles ne peuvent pas apporter des solutions. Donc, pour revenir sur l'élection des chefs traditionnels de ce côté-là, ce sera, oui, on va faire je ne veux pas dire une simulacre d'élection, parce qu'on ira, vous savez, ce n'est pas une élection de masse, où forcément, avec les camps où il faut forcément loger les bureaux de vote dans les différents arrondissements. On va les concentrer au niveau du département, des départements, au niveau des chefs des départements. Et je peux vous dire même que de ce côté-là, des dispositions sont en train d'être prises pour que tout se fasse au niveau de outstation. Par exemple, pour le cas de Bamenda, afin que les forces de maintien de l'ordre
puisse s'assurer que garantir la sécurité des uns et des autres. Mais au-delà même de ça, il y a une menace qui couvre de ce côté-là, où des mots d'ordre sont à envoyer pour dire que tous les chefs qui participeront à ces élections seront pris à partie. Seront pris à partie par les séparatistes qui sont de ce côté-là. Donc c'est une grande gêne pour les chefs traditionnels. Lorsque le ministre, le ministre de l'administration territoriale, dans sa communication politique, appelons-le comme ça, dans sa communication politique, invitait les chefs à rentrer dans leur chefferie. Mais j'ai envie de dire contre quoi? Avec quelle assurance? Les chefs ont déserté leur chefferie depuis fort longtemps. Même vous savez que le chef ministre est chef traditionnel. Vous vous souvenez de la dernière fois où il est allé dans son village? Vous savez qu'au lendemain de sa nomination, sa chefferie a été brûlée. Vous vous souvenez la dernière fois, avant sa nomination, vous vous souvenez la dernière fois qu'il a été lorsque le primitif docteur Joseph John Gauthier doit se rendre dans son village, il doit vous dire. Comment vous savez qu'il ne va pas au village? C'est un chef traditionnel. Comment vous savez que Steve docteur Joseph John Gauthier ne va pas au village? Je peux vous rassurer, les gens vivent là-bas. Nous avons des gens qui vivent là-bas. Et ils vous disent quand le chef n'est plus arrivé au village. Le chef vit à Yaoundé. Oui, les fonctions l'ont amené à être de permanemment du côté de Yaoundé, même pour la symbolique, et je l'ai toujours dit, même pour la symbolique, avant de demander aux gens de rester, de rentrer, même des populations, même pour la symbolique, puisqu'il a tout, l'armée et tout, même pour la symbolique, il devrait passer un message en disant, écoutez, moi je viens là constamment, je rencontre mes notables, j'échange avec mes administrés, pour envoyer un message aux populations en disant, écoutez, l'armée est garant de vos sécurités. Nous avons tout mis en œuvre pour sécuriser les biens et autres choses. Mais je peux vous dire, ce sera difficile. Oui, on va faire une élection, on va donner des résultats, mais dans le fond, on a envie de savoir, est-ce qu'on va toujours continuer comme ça? Je dis non. On va aller comme ça jusqu'à quand? Je dis non. Donc, pour être encore plus sérieux, vous allez à Manfé, que ce soit dans les chefferies à Kumba. Les chefs ne se montrent plus, disons-le comme ça, ne se montrent plus aux populations comme ça se faisait avant. J'ai encore en image le sénateur, le passe Tif Moukete, qu'on a accusé de tous les noms d'oiseaux parce qu'il avait reçu dans sa chefferie des populations en furie qui estimaient leur mal-être, leur mal-vivre sur la crise anglophone, tout simplement parce que le Tif Moukete avait dit, écoutez, je vous ai écouté, vous avez forcément raison, mais je pense qu'on peut faire les choses autrement. Tout le monde l'a taxé de tous les noms d'oiseaux, qu'il était un sécessionniste, qu'il encourageait. Non mais écoutez, mais lorsqu'il est parti, puisqu'il vit à Yaoundé, lorsqu'il est parti et qu'il a passé la main à son fils, mais combien ils vont là-bas? Donc je pense que c'est un problème très sérieux, qui ne nous fait pas forcément avancer, mais qui aurait un impact positif si les choses étaient totalement dans la calmie et pour le développement fonctionnel du Cameroun. Ok, DJ Imkwa, il y a l'autre aspect, l'autre collège électoral, c'est-à-dire les conseillers municipaux. Des voix s'élèvent également pour dire qu'ils n'ont pas été bien élus en février 2020. Oui, c'est Jalon Autour. Cette élection est-elle légale? Je dis oui. Est-elle légitime? La légitimité, c'est l'équité, c'est vrai, c'est la justice. On ne juge pas l'équité à l'aune de la mobilisation du nombre d'électeurs. Mais avec la crise, le conflit armé du Nozo, on est là en face d'un choix cornélien. Faut-il aller aux élections et assurer et achever le processus de la décentralisation entamé depuis 1996? Ne faut-il pas aller et tomber dans l'ingouvernabilité institutionnelle? On a fait un choix. Aller aux élections et assurer la gouvernabilité institutionnelle. Ceux qui ont boycotté, c'est un peu semblable à la problématique de la poule qui va aller dans un débat où on parle des dents.
savez que la poule ne peut pas aller Alors qu'elle dans n'en a un pas. débat où on parle de dents. Elle va attendre le jour où elle aura les dents pour aller dans ce débat-là. Ou bien elle attend que ce débat prenne fin. Alors, donc, moi je pense que il faut aller à ces élections-là. Il faut aller à ces élections-là parce que, Serge, allons autour, le peuple a besoin de deux choses. C'est le professeur Touda Ebodé, le stratège, qui le dit. Qui l'a dit lors je crois que ça devait être un séminaire que je suivais à partir de la télé, que le peuple a besoin de deux choses. La liberté et le bien-être. Si vous réussissez à offrir le bien-être et la liberté à la population, elle ne vous demandera plus grand-chose. Je vais prendre un exemple que je suis en train de vivre aujourd'hui dans le Grand Nord, c'est alentour, pour comprendre, pour que vous compreniez pourquoi il faut aller à ces élections. Depuis, je crois, 2-3 semaines, il n'y a pas d'électricité dans le Grand Nord. Le septentrion est un bassin de l'énergie solaire. Mais qu'est-ce que les gens de Yaoundé, je parle là de façon prosaïque, parce que quand on dit les gens de Yaoundé, même ceux qui sont dans les villages savent que c'est le régime. Les gens de Yaoundé ont choisi de démanteler une centrale thermique qui fonctionne à feu lourd, qui a un moteur de gaz à effet de serre, pour aller installer dans le Grand Nord, là où il y a du solaire. Vous imaginez, est-ce que vous comprenez? Ça fait mal pour celui qui est un militant écologiste. Au moment où on doit respecter les engagements du chef de l'État, pris à la veille de la conférence des partis à Paris sur le climat, de réduire nos effets de gaz à effet de serre de 32%, et que l'un des axes majeurs, c'est la promotion des énergies renouvelables. Et là, on a même la chance qu'en développant l'énergie renouvelable, le soleil ici, nous pouvons profiter soit du financement de la communauté internationale, soit du transfert de technologie, soit du renforcement de capacités, parce que nous sommes en train d'alimenter notre façon, nos conditions de réduire, de lutter contre les changements climatiques. Mais eux, ils ont choisi de démanteler cette centrale parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de fournir le fouet, le diesel. Ça profite à la mafia. Voilà. Or, le soleil, qui est une énergie durable, aurait dû profiter à toute la population. On aurait dû gagner parce que la communauté internationale doit nous accompagner à la lutte contre les changements climatiques. Le coordinateur national sur les changements, le point focal des changements climatiques, nous disait l'autre jour que pour lutter contre les changements climatiques, on parle de 32%, il y a 11% qui dépendent de nos propres responsabilités. Nous avons 21% qui dépendent de la communauté internationale. Et la communauté internationale, pour nous accompagner à respecter ces engagements de réduire les gaz à effet de serre de 22%, doit mobiliser 27 milliards de francs CFA. 27 milliards, vous imaginez? Ça veut dire que si nous lançons, si nous installons par exemple les panneaux solaires dans le septentrion, la communauté internationale va nous aider à faire ce travail. Même dans l'entretien, il y a des jeunes qui chôment, doit leur donner du travail pour l'entretien. Mais les gens de Yaoundé, qui sont dans le jacobinisme profond, choisissent plutôt le diesel parce qu'il faut faire plaisir aux fournisseurs du diesel. Or, s'il y avait déjà Le conseil régional. le conseil régional, ils n'auraient pas accepté cela. Voilà un exemple simple. Vous êtes un brillant journaliste d'investigation. Dès demain, même dès ce soir, vous pouvez vous renseigner. C'est une hérésie. C'est un contresens. C'est à se demander si ces esclavagistes des néo comprennent même la démarche du chef de l'État. Non, vous n'allez pas porter Mais c'est grave. Une entreprise Mais c'est très très grave. comme celle-là. Non, pas ici. Avant Bien, cela, quoi. nous on a Non, vu mais- vraiment, excusez que les auditeurs me pardonnent l'outrance, mon langage outrancier. Avant cela, on nous a parlé, Prince, d'une centrale thermique mix biomasse, diesel. Non, centrale thermique, solaire, diesel, en plein forêt équatoriale. Là où il y a la biomasse. Tout simplement parce que il faut faire manger ceux qui fournissent du diesel. Or, avec une élection de proximité,
avec un président régional qui a comme planification, orientation stratégique, intègre dans cette démarche les problèmes climatiques, il ne peut pas accepter. Okay. C'est pour ça qu'il faut aller à ces élections. Voilà, Akouin Nadien, toujours le problème de légitimité pour une partie de l'opposition. On parlait d'un taux de participation de 28%. Du coup, cela pense que les élus de février 2020 ne sont pas le reflet de la volonté populaire. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mr. Sech, when we talk of the legitimacy of the Electoral College, it's like we are putting in doubt the elected members of parliament and the municipal councillors that were elected on the 9th of February. Now, looking at the issue, the other political parties that refused taking part in these regional elections, they put in doubt. But us in the CPNR, we are a pessimistic political party. We are a party that puts everything, puts our focal point, humans and their well-being. So we are partaking in these regional elections, and we call this electoral college legitimate. It is legitimate because they were the ones that elected the MPs and the municipal councillors that will elect the regional delegates, which will be on the 6th of December. So I would just globalize this issue in the aspect of they being how can I call it, a political mathematical calculation, because they know they do not have municipal councillors who will vote for them. It is first of all a failure in the part of a political party, because a political party is out to edify the population. The political party is out to teach the population or to give them on the crew of the governance of a country. Now, if you decide not to take part in an election, makes you illegitimate, makes you a taboo for me, because as a political party, you are supposed to promote the, how can I call it? Because the change of a country can only come through vote. You cannot go on public rally to change a country. No, you must take part in an election. So CPNR qualifies the Electoral College as being legitimate and normal, and we are partaking in these elections to make sure that the resolutions of the Grand National Dialogue should be implemented and to give a chance for peace in the Northwest and Southwest. You know, this Grand National Dialogue was termed a monologue. It was criticized. CPNR, we are so positive in everything we do. We cannot start condemning an election that has not yet taken place. You are supposed to be there for you to take part in that decision. You can see what is happening at the parliamentaries. We have 5 members of the parliamentaries, and I believe we are doing so much work. We are fighting. So that is the goal of CPNR. We are going in for these elections to be able to make sure that decentralization will be effective, to be able to make sure that the centralized state which we have in Yaoundé should be diluted. And we are going to work on that. And on the point that we have minority of regional delegates, we believe that CPNR, it's the political party that still has legitimate hope for the population out there. So many people believe in us, and we cannot afford in letting them down by not going for these regional elections. We are candidating in the noon. We do not have any municipal councillors there, but we got the audacity, meaning we have already won. That is our push factor. We are positive, and we believe that on the eve of the night of the 6th of December, we're going to come out with so many municipal regional councillors, which will work hand in hand to make sure that the Anglophone crisis come to an end, to make sure that the special status promised during the Grand National Dialogue should be implemented, to make sure that the centralized state in Yaoundé be handicapped, and that all Cameroonians will be able to benefit. And we are proposing communitarian federalism, which is knowing who you are, your identity. So we have so much to give out. We have so much to propose to the population. We have so much to bring out, which is, I think, is the best thing, the best project for the Vuri.
it's from the CPNR Political Party. Ok. Bernard Diaye, pour vous, ce débat sur ces élus-là du 7 février, qui, pour certains, ne sont pas légitimes à leurs yeux au regard du faible taux de participation. Qu'avez-vous à dire? Non, au-delà du faible taux de participation, il faut qu'on soit honnête. Quand tout un conseil constitutionnel reconnaît qu'il y a des dysfonctionnements dans les élections, notamment à cause de la crise anglophone, Oui. cela veut dire que ce conseil constitutionnel devrait, en son âme et conscience, n'est-ce pas, je veux dire, demander que ces élections se fassent, ou à moins demander que l'État du Cameroun essaye de résoudre d'abord la crise anglophone afin d'aller à ces élections. Mais ça, c'est l'argument qui a été longtemps avancé par le SDF. Voilà. Par Maintenant, rapport à la perte d'un certain nombre, de beaucoup d'élus dans ce qu'on peut appeler son fief. je ne voudrais pas que vous pensiez que le SDF l'a dit parce qu'elle avait perdu des militants. Je veux dire des élus. Non, le SDF le dit parce que c'est un parti républicain. Oui. Alors quand le SDF parle, il parle parce que le SDF ne serait pas un parti politique qui divise le Cameroun en deux pour rester d'un côté. Il faut la paix dans le sud-ouest et le nord-ouest pour qu'ensemble, cette régionalisation elle prenne vraiment son corps. Alors, nous avons des chefs traditionnels dans le nord-ouest et le sud-ouest qui n'habitent plus chez eux. Alors, nous sommes tous des Bantous. Un chef traditionnel doit, où qu'il soit, reconnaître et revenir très souvent auprès de ces populations pour réaffirmer et reprendre l'essence même de la tradition qui a fait de lui un chef. Mais ils vont revenir dimanche Et ils vont dans les revenir. chefs-lieux. Les verbes commencent à être... Les verbes commencent à être... Il a été, on ne va pas dire péremptoire, il a dit qu'aucun chef n'est retourné. Bon, on espère qu'ils vont revenir pour accomplir leur devoir dimanche. J'apprécie votre sens de la conjugaison. Les chefs vont revenir. Et quand les élections passeront, ils vont repartir. On joue à quoi? Au chat et à la souris demain? Non. Pour être sérieux, il faut absolument que le conseil, je veux dire le conseil constitutionnel de grâce, fasse une introspection pour se rassurer que malgré les dysfonctionnements, que ceux-là qui vont au moins être des électeurs soient légitimes. Je veux dire ces chefs traditionnels. Parce qu'un chef ne peut pas parler au nom de sa population quand elle-même ne peut pas se tourner dans sa cour de chefferie et dire « me voici, venez m'aduler ». Beaucoup recevront des tomates sur le front. Pour dire que si un chef n'est pas légitime, il n'a pas le droit d'être candidat à une élection, il n'a pas le droit de représenter sa communauté. Parce que comme a dit Nadia ici, il faut le reconnaître. Tant qu'un chef ne peut pas être légitimé par sa population, il devient le chef de l'administration. D'où vient-il qu'on crée des salaires pour les chefs? D'où vient-il que les chefs soient nommés et tout ça? Et que quand le père, je veux dire le défunt chef, laisse un testament, celui-ci doit être respecté. Mais on a tout fait tout de torpiller pour inféoder ce chef et le canaliser pour le rentrer dans le système. Mais il y a des chefs traditionnels qui ont cette légitimité, qui ont la légalité, je veux dire l'assentiment de toute leur population. Je vais citer ici par exemple le chef Sa Majesté Kameni Victor, qui est en emphase avec la totalité de sa population, qui lui ont dit va nous représenter et élisez un responsable régional. Nous sommes dans quel département là? Dans le Hongkam. Sa Majesté Kameni Victor est chef de 3e degré dans le Hongkam, dans un village dans le Hongkam qui s'appelle Fongoli, pour dire que voilà l'un des rares chefs qui jouit de toute la légitimité et de tout ce Oui. J'assume ce que je dis, monsieur Didier Delay. Kameni Victor n'est pas un chef donné. Il est un chef qui répond et qui a l'assentiment de ses populations. Est-ce que beaucoup de chefs pourront dire et faire autant de comme lui? Ok. C'est pas évident. Si vous parlez Voilà, de chef, Sa Majesté, tu as Vincent. Félicitations à Sa Majesté. Je voudrais dire ici que pour répondre à la question qui a été posée à mes deux copanélistes, pour dire que sur le plan de la légalité, les chefs qui vont aux élections, c'est-à-dire il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que les textes sont avec eux, le droit est avec eux. Mais maintenant, sur le principe de la légitimité, je voudrais vous dire qu'il faut revenir sur le collège électoral. Le collège électoral tranche ce problème. Qui est légitime?
hein, le collège électoral, c'est l'ensemble des chefs traditionnels. Ce sont eux qui vont élire leurs représentants. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent faire des amendements ou alors refuser de participer aux élections. C'est là où le débat de la légitimité peut se poser sur le cas des chefs traditionnels. Sur le cas des chefs traditionnels, parlant de cette élection. Non, il y en a qui sont contestés par leur sujet. Exactement. S'il y en a... Parce qu'ils ont été, entre guillemets, imposés par l'administration. Ça, c'est un problème lointain. Ça dit que si un chef est contesté ou alors a été imposé par l'administration ou alors par un certain nombre de personnes contre le testament de cette chefferie, il faut poser le problème avant. Voilà, on va continuer après le journal parce qu'il est déjà là. Cédric Noufelet, bonsoir. Au menu ce soir. Bonsoir Saint-Valentin, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlons du coronavirus. C'est officiel. Le Cameroun fait face à une seconde vague d'épidémie. Déjà 2000 nouveaux cas enregistrés en l'espace de 4 semaines et aucune nouvelle mesure de riposte n'a été annoncée. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les autres stratégies mises en place par les voisins en Afrique centrale et sud-ouest du continent africain? Nous en parlerons dans quelques instants. Nous évoquerons également la campagne électorale des chefs traditionnels candidats au poste de conseiller régional. Ils viennent de recevoir un curieux appui financier venant du chef de l'État. L'annonce a été faite par le ministre de l'administration territoriale, annonçant que c'est un acte de sollicitude du président de la République. Nous en parlerons dans quelques instants. Nous ferons également le point sur ces cas d'agression qui se multiplient à travers le pays, notamment dans les centres urbains. À Yaoundé, un gang de présumés malfrats spécialisé dans le braquage et le vol de bétail a été mis aux arrêts. Les circonstances de leur arrestation, leur mode opératoire, on en parlera dans quelques instants. Ça jamais. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Noufelet pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Dans quelques minutes, le 20h de Cédric et dans quelques secondes, une page de pub. Mais on a On n'a plus, non?